Oui, oui. Ça ne marchait pas. OK, là, ça fonctionne. Donc, un plan en trois volets, la couleur du GRIDEC, retour critique sur le développement économique et l'innovation dans les entreprises. Donc, je cherchais comment me raccrocher au thème énoncé, puis il y a eu une petite porte que j'ai ouverte, qui était déjà entrouverte, mais que j'ai saisie, soit l'innovation. La couleur du GRIDEC, c'est un peu, bon, c'est un survol, là. Je ne peux pas approfondir quoi que ce soit, mais je vais vous présenter 2-3 éléments. Donc, en 2017, pour les besoins d'un séminaire, j'ai fait une sorte de radiographie, si vous voulez, une sorte d'analyse de contenu, mais pas selon les méthodes canoniques, et des productions du GRIDEC, dont j'ai tiré quelques éléments, puis je vais vous en parler. Bon, mon propre parcours, je vous ai dit que ce serait un truc un peu personnel, donc mon propre parcours est le suivant. Donc, je suis devenu professeur à l'Université du Québec à Rimouski en 1978. J'ai quitté pour la retraite en 2007. Donc, le GRIDEC, lui, avait été fondé en 1974. J'y suis entré quelques mois après mon arrivée à Rimouski. Donc, j'étais dans l'enfance du GRIDEC. Je n'étais pas là au début, mais j'étais dans l'enfance du GRIDEC. Donc, c'est la première génération de chercheurs. C'est moi et quelques autres, là. Donc, quand je relisais tout ça, j'avais parfois des souvenirs agréables. Donc, on m'avait un peu laissé avec deux questions. Je les formule à ma façon. Est-ce que pour ce séminaire de 2017, il y avait continuité ou non avec les gens de ma génération qui ont œuvré au GRIDEC? La réponse est oui, en ce sens que nous tous, moi et les autres, nous avons, disons, mis les acteurs au centre de nos préoccupations de recherche. La référence aux acteurs a été fondamentale pour nous et bon, c'était un point. On pourrait discuter de bien des choses. C'est très réducteur ce que je vous apporte, mais ça, c'est pour moi, de mon point de vue, c'était un point fondamental. Alors, deuxième question, c'est qu'en est-il de la notion de territoire dans les travaux que j'ai pu mener? Bien, la question est que les autres au GRIDEC ont pu mener dans cette période. Alors, la question du territoire, bien, comme on a entendu déjà, il s'est produit une sorte de, mettons, on peut appeler ça des accents selon les époques. Dans l'époque avant 2000, pour simplifier, c'est une simplification abusive, mais quand même, on était à l'ère du développement régional et dans l'époque après 2000, on entrait dans l'ère du développement territorial. C'est une façon un peu simpliste de poser la question, mais je vais au plus rapide. Donc, est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça nous a dérangé de passer du régional au territorial? Qu'est-ce que ça a changé dans nos travaux? Quelle réflexion on avait là-dessus? La mienne, je vous la présente, c'est que, bon, pour ce qui est du territorial, la référence au territoire, ça s'est instauré progressivement, tel que Guy vient de le mentionner. Et ce fut en réalité un passage en douceur entre territorial et régional, si on veut. Mon point de vue personnel sur tout ça, c'est que ce sont deux notions pas si différentes l'une de l'autre. On peut les voir, qu'est-ce qui les distingue, bien sûr, et ça peut être considéré comme très différent. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très différent. Et il y a une belle continuité entre les deux. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de moment qui a consacré qu'on se défaisait du régional, on ne voulait plus rien en savoir, puis qu'on embrassait le territorial. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et si l'on maintient le rôle central des acteurs dans les deux cas, mettons, le régional, mettons, la dynamique régionale, c'est essentiellement
a comme fondement les interactions des acteurs qui vivent dans la région. On peut faire le même raisonnement pour la dynamique territoriale et on voit qu'il y a une parenté évidente entre les deux. Maintenant, le territoire, on peut présenter peut-être certains avantages au plan des analyses qu'on peut mener. Bon, on a plus, le territoire nous permet de parler de façon à différentes échelles du territoire. Bon, la région, c'est la région, mais si on peut parler de la région, du national, du local, et que tout ça s'emboîte, puis qu'on est dans le développement territorial, on a peut-être un peu plus de facilité. L'ouverture au développement durable se fait de façon peut-être plus coulante quand on est dans le discours du développement territorial. Et la passerelle entre les disciplines, remarquez qu'elle était déjà là. Bon, GRIDEC, vous le voyez à l'écran, groupe de recherche interdisciplinaire, c'était déjà un pilier au GRIDEC, mais bon, avec le territorial, on peut dire qu'on fait de l'interdisciplinarité avec les gens de sciences de la nature, donc je veux dire, on arrive à un nouveau palier d'interdisciplinarité. Très bien. Je ne peux pas m'attarder plus longtemps parce que le temps est compté. J'ai deux diapos là, sur moi, mes travaux, c'était de la sociologie économique en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie. Et ça remonte à la formation que j'avais eue dans mes études universitaires. Bon, je fais un retour critique, j'en fais deux en fait. Bon, qui tiennent à des conceptualisations que j'avais intégrées, mais que j'ai dû reviser en cours de route. Donc, toujours dans une veine un peu personnelle. J'ai fait un texte en 1980, qui a été publié en 80, c'était un colloque de 79. Quelques mois après mon arrivée à l'UQAR, j'avais passé 4 ans à enseigner la sociologie au Nouveau-Brunswick, donc en Acadie, à l'Université de Moncton. Et on m'avait invité pour un colloque sur le développement. Moi, j'avais choisi, je n'avais pas de contraintes, je faisais ce que je voulais. J'avais choisi les obstacles structurels au développement en Acadie. J'avais des choses à dire là-dessus. J'avais mon bagage de 4 ans en Acadie et je voulais, bon, comme un peu faire un bilan là-dessus. Et plus de 30 ans plus tard, je suis invité dans un autre colloque, Congrès mondial acadien. C'est un truc qui se tient aux 5 ans. Il y a toujours un volet scientifique. Donc, on m'avait invité pour un autre colloque qui portait exactement le titre de ma communication de 2019 publiée en 1979 publié en 80. Là, je vous montre les obstacles structurels au développement, les principaux, je ne vais pas détailler, ça serait trop long. Manque, c'était très orienté sur l'économie, pardon. Manque de diversification économique, manque d'articulation entre les secteurs économiques, surplus économique qui sort de la région, extraversion. Donc là, je suivais un modèle, celui de la grille du développement inégal. Bon, c'est le modèle centre-périphérie préconisé par des auteurs comme Samir Amin. Et à l'échelle infranationale, il y avait Lippietz qui avait fait des travaux qui reprenaient des éléments de ce modèle. Et Dalou aussi avait eu certains travaux qui allaient dans ce sens-là. Donc, fier de cet acquis-là, je faisais mon analyse. Maintenant, on ne peut pas penser que les acteurs, c'est un pilier fondamental, et puis raisonner en même temps pour dire que il y a des obstacles structurels qui empêchent tout le développement, puis les acteurs sont des figurants, mais ils ne comptent pas. Ils n'ont pas de place centrale. Donc, j'avais quand même mentionné certains acteurs, mais le plus important, c'est que
il y avait des macrofacteurs, c'est un terme qui n'est pas courant, mais que j'utilise, économiques, des macrofacteurs économiques qui bouchaient l'horizon et qui bloquaient le développement. Le poids spécifique du structurel l'emportait sur tout le reste. Ben, j'étais en contradiction avec moi-même et j'ai fait amende honorable et j'ai plaidé la nécessité de traiter désormais la question du développement en partant des initiatives et des interactions des acteurs présents sur le terrain. Et les macrofacteurs, ben, on ne les met pas nécessairement à la poubelle, mais ils sont intéressants comme pour éclairer le contexte. Et évidemment, agir dans un contexte et agir dans un autre contexte, ce n'est pas la même chose. Donc, si on veut des éclairages sur le contexte, il y a beaucoup de théories qui proposent des macrofacteurs, dont celle que j'avais utilisée, mais il y en a d'autres. Donc, ça, c'est ma première critique. C'est une autocritique parce que je me critiquais moi-même. Il y en a une autre que je vais vous présenter. J'avais, de l'époque de mes études universitaires, une méfiance assez viscérale qui touchait la notion de l'entrepreneurship. Et, bon, par voie de conséquence, les entrepreneurs. Je me réfère à un de mes professeurs de l'époque, Arnaud Salle, qui avait fait un texte, un article de revue. Et la dernière phrase, c'était beaucoup ont chassé l'animal mythique qu'est l'éphalumpe. C'est une mythologie de je ne sais quel peuple. Et ont usé de 1000 trappes, mais n'ont jamais réussi à l'attraper. Et ça se terminait comme ça. Autrement dit, l'éphalumpe, c'était l'entrepreneurship. Autrement dit, c'était une chimère, l'entrepreneurship. Je campais sur ces positions-là. Et en fait, j'étais réfractaire à une certaine mystique du dirigeant d'entreprise qui se distingue par ses qualités personnelles éminentes, son leadership, sa vision, sa détermination, sa capacité d'innovation. Vous voyez, l'innovation commence à pointer là. Et je demeure encore un peu sceptique ou un peu réfractaire à cette vision des choses. Le démiurge, l'entrepreneur présenté comme un démiurge, ben, moi, je ne peux pas acheter cette notion-là. Toutefois, il y a d'autres auteurs qui ont d'autres visions sur l'entrepreneur et sur l'entrepreneurship. Je cite Pierre-André Julien. Pour lui, l'entrepreneur, c'est un acteur économique important, certes, mais qui est en interaction avec d'autres acteurs économiques et non économiques dans un territoire donné. Et il ne peut rien faire s'il n'a pas un appui dans le milieu. Donc, ce n'est pas j'ai la puissance intérieure, je suis un géant et ma pensée engendre des miracles. Ce n'est pas ça du tout. C'est un acteur qui doit s'appuyer sur des relais dans la société locale et qui est nourri par cette société locale. Et son succès économique éventuel, il le doit beaucoup à la société dans laquelle il évolue. Bon, cette conception, elle, m'a permis de me réconcilier avec la notion d'entrepreneur, mais cette notion-là, pas la précédente. Donc, ça, je passe aux entreprises. Les innovations dans les entreprises. J'ai fait quelques travaux. Je n'ai pas fait de travaux sur l'innovation sociale, donc là, je n'ai rien à vous raconter aujourd'hui là-dessus. Mais dans les entreprises, j'ai fait quelques recherches, deux recherches avec une certaine envergure. En particulier, 2005 environ, 2003, 4, 5, dans ces coins-là, avant que les résultats sortent. Des fois, c'est un peu long. Sur l'économie des régions ressources. C'est un terme qu'on utilise au Québec, les régions où il y a abondance de ressources naturelles et qui, les ressources peuvent constituer un certain fondement de l'économie de ces territoires-là. Et c'est une méthodologie d'entretien, donc j'ai pu rencontrer mes assistants de recherche et moi, rencontrer entre 40 et 50 personnes, des
propriétaires ou cadres importants d'entreprises en général taille petite et moyenne. Et l'innovation, ce n'était pas une recherche qui était, mettons, qui portait par essence sur l'innovation. Sauf qu'en cours de route, l'innovation est apparue comme une clé du succès de ces entreprises-là. Bon, ces entreprises-là, c'est un échantillon non au hasard, c'est un échantillon un peu bricolé, mais qui partait du fait qu'on voulait des entreprises qui se tiraient bien d'affaires, quoi. Et donc, c'était des entreprises qui perçaient les marchés, avaient une facilité, une certaine facilité. Puis comment ils se débrouillaient? Bien, on s'aperçoit que l'innovation est un ingrédient qui est non négligeable dans la manière dont ils réussissent en affaires, si on veut. Bon, il y aurait beaucoup à dire, là, il faut que j'aille assez vite, mais ça peut même, on le voit pour la troisième activité qui a été soulignée, il y a même dans les régions ressources, évidemment, il y a la transformation des ressources, c'est normal, mais il y a aussi des activités sans lien avec les ressources. Il y a une certaine diversité dans la structure économique de ces régions-là. Et il y a des entrepreneurs qui font très bien, qui ne sont pas dans les ressources, mais qui travaillent dans les régions ressources, qui sont établis dans les régions ressources. Pardon. Alors, pour l'innovation, ça, c'est, écoutez, c'est immense, un vaste sujet. Je fais une simplification outrancière et je vous présente brièvement, caricaturalement, 3 positions bien campées sur l'innovation. Une première position qui dit que l'innovation ne peut naître que dans les grandes villes. Il n'y a pas d'autres possibilités. Je donne comme exemple, c'est bien connu au Québec, mais pour les autres, je vais donner un petit mot d'explication, le rapport HMR de 1970, oui. Puis, c'est exactement la thèse qui est plaidée. Et pourquoi? Parce que toutes les ressources, la recherche fondamentale, mais surtout la recherche appliquée, la recherche et développement, c'est eux, ce sont elles, les grandes villes, qui disposent des moyens. Il n'y en a pas à l'extérieur ou il y en a peu, ça ne vaut pas la peine, ça ne compte pas. Et ils peuvent pas, ils peuvent importer, les régions ressources peuvent importer des innovations, mais elles ne peuvent pas naître dans les régions ressources, elles naissent dans les grandes villes. Bon. Deuxième, c'est que l'entrepreneur, c'est l'être suprêmement intelligent qui, quand il réfléchit, est capable de trouver des solutions nouvelles et de créer de l'innovation. Bon, vous avez vu, ça c'est l'entrepreneur schumpeterien dans le style de celui que je décrivais tout à l'heure. J'ai les mêmes réserves, donc pour moi, ça c'est pas très, très sérieux. Et la troisième, c'est que le milieu est porteur et que la façon dont les relations s'instaurent dans un milieu peuvent conduire à l'utilisation de ce qui est présent dans le milieu, l'utilisation des ressources humaines, la qualification du personnel. Il y a toutes sortes de choses que le milieu peut procurer. Et ça, c'est de l'innovation. Il y a des éléments innovateurs là-dedans qui font que des entreprises vont performer dans ce cadre-là. Donc, oui, l'innovation est possible et est à l'œuvre dans les régions ressources. Je termine avec donc, les 2 premières ne tiennent pas la route. La troisième, c'est oui. Ça, je saute parce qu'il ne reste plus de temps. Et j'ajoute que j'avais remarqué, ça c'est moins connu, que le soutien à l'innovation
provenant de partenaires stratégiques, qu'ils soient proches ou lointains, parce qu'il peut y avoir aussi des partenaires lointains, et souvent le cas d'entités ayant un statut d'établissement public et parapublic. Alors, ça peut être aussi ça, une présence de l'État au ras des pâquerettes, là, le soutien à l'initiative dans les territoires. Il faut donc reconnaître que l'innovation n'est pas produite exclusivement par l'initiative privée. Et, je m'arrête là.